je suis là pour vous présenter un super ouvrage, je le reconnais, un ouvrage historique. Alors, le challenge est important parce que il traite des écoles de Nîmes, donc qui font partie de Wallin, et comme beaucoup d'ici le savent, puisque je viens de le dire, je ne suis pas originaire d'ici. Et donc, c'est vrai que, puisque Laurence l'a dit, je vais à ces ateliers d'écriture, les premières fois, les blagues de mon GPS m'ont fait balader dans Nîmes, Saint-Vincent, Saint-Martin, Wallin et compagnie. J'ai pu admirer la campagne bucolique. Et maintenant, je vais vous parler des écoles des 4 Nils. Alors, petit rappel historique, moi qui ne suis pas bon en date, ça remonte au XVIe siècle, 1545, le Concile de Trente, où on prend des mesures contre l'implication du luthérisme. Et donc le clergé va aller contrer ça, parce qu'avant, il n'y a pas d'enseignement. Donc l'enseignement, le savoir se transmet de père en fils dans les exploitations agricoles bien souvent. Et donc on va créer l'envie de contrer le luthérisme et de donner une optique vraiment catholique, et le clergé va prendre toute son ascendance. Alors, il faut savoir que Nîmes a compté à une époque une dizaine d'écoles. Au XXe siècle, il y en avait encore 6 ou 7, et je pense qu'il doit en rester une, je pense. Voilà. Oui. Et donc, on peut voir au fil du temps, et là, contrairement à certaines autres personnes qui ont raconté des livres, moi je peux dévoiler la fin, puisque la fin, elle est comme le début, ça n'a pas changé, vous allez le voir. L'enseignement est toujours soumis aux mêmes contraintes qu'à cette époque. Donc, au XVIIe siècle, on a une première école ici qui est tenue par l'ancêtre du CPS, ouais, toujours bon. Et puis, alors, nous allons avoir une première école qui est l'école Barra, qui va être tenue par un prêtre. Et là, si je ne m'abuse, c'est 18e, 19e siècle, voilà. Et c'est vraiment, ce sont les curés qui décident, qui nomment les instituteurs dans des locaux qui sont bien souvent précaires, des fenils, des granges aménagées, enfin vraiment, et les gosses n'ont pas de banc, ils ont une planche sur les genoux pour apprendre avec leur ardoise, je présume, parce que je n'étais pas présent. Toujours est-il que c'est comme ça que ça va continuer. Donc le clergé va nommer les instituteurs, va bien souvent prendre à sa charge les frais de fonctionnement. Toujours correct? J'ai affaire à un historien à côté de moi, hein. Bon, c'est pas n'importe qui, hein. Et donc, au hasard des clivages politiques, parce qu'à cette époque-là, il faut savoir que même les édiles communales n'étaient pas capables bien souvent d'écrire et de lire et signer avec des croix. Donc, on va avoir un clivage entre, je vais dire grosso modo, catholiques et libéraux. Et durant le 19e siècle et même le 20e siècle, en fonction des pouvoirs politiques qui auront la majorité, ce sera soit l'enseignement libre catholique qui aura de belles années devant lui, soit l'enseignement communal, la communauté française, l'État. Donc, toujours des tirs ciblés entre les deux camps, et à partir d'un certain moment, il va y avoir une révolution dans le sens où ce ne sera plus le clergé qui va devoir déterminer les nominations, et les enseignants devront avoir suivi l'école normale. Et à ce moment-là, ce sera des nominations qui seront soumises au pouvoir politique, mais avec l'accord ou les présentations du pouvoir religieux. Donc, il faut savoir que le pouvoir religieux conserve toujours une très très grande importance et influence sur toutes ces écoles. Alors, une fois c'est une école libre, une fois c'est une école communale, de filles, de garçons, c'est mixte, c'est pas mixte, enfin, tout y passe. Et en fait, quand je vous dis que je ne vous trahis pas la fin de l'histoire, il suffit d'écouter des actualités,
c'est toujours la même chose. L'enseignement, c'est la merde. Et donc, bon. Bon, les modalités de fonctionnement, devrais-je dire. Et donc, c'est un ouvrage, et ça j'attire l'attention, c'est vrai que ça pourrait ne pas intéresser les gens qui n'habitent pas Wallin, mais pour avoir habité d'autres régions où d'autres auteurs ont fait ça, j'estime que c'est très important que certaines personnes s'attellent à ce genre de recherche. Là, je le félicite parce qu'il y a un travail en amont qui est fabuleux, des recherches de documents, d'actes notariés, de photos de classe qui datent parfois de la fin du 19e, début du 20e, où certains habitants, encore des entités, peuvent reconnaître leur arrière-grand-mère, arrière-grand-père, parents éventuellement, plus dans les actes notariés, des noms que plein de personnes peuvent connaître. Alors là, chapeau, hein, parce que moi je suis plutôt d'une nature fainéante, c'est d'ailleurs pour ça que contrairement aux autres, je viens pas avec un papier que je lis. Mais ne croyez pas que je vous raconte des bobards, j'ai quand même lu son livre avec énormément d'attention. Je tiens vraiment à le féliciter parce qu'il y a un travail en amont qui est fabuleux, de recherche, c'est un patrimoine en fait qui met en valeur, et l'initiative de ce roman, enfin non pas ce roman, mais de ce livre est due en 2016, c'était les 50 ans de l'école au bon départ. Oui, c'est ça. Oui. Et à l'initiative du comité En collaboration. Oui, en collaboration avec le comité d'initiative et ainsi de suite. Il y a eu une fête et il y a eu un livre. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a eu une école avant-gardiste ici, qui est l'école Natura. Natura a sorti l'enseignement un petit peu de ses balises habituelles. C'était cours le matin, mais bien souvent cours à l'extérieur, activité physique prépondérante l'après-midi et énormément de travail sur le terrain. Et donc tout à fait une autre vision. Les élèves avaient le droit de manger en classe, de se distraire quand ils avaient fini leur travail. Il faut savoir que cette école a compté parmi ses élèves deux personnes très importantes. Valmy Fléau, pour les gens qui sont plus âgés comme moi, ben, on s'en rappelle. Il a été ministre-président de la communauté française, il a été ministre de l'Éducation, il a été le premier gouverneur de la province. Et il est issu de cette école-là. La deuxième personne, c'est l'autrice Nadine Monfils, qui a fait sa 6e primaire, qui en garde un excellent souvenir. Il y a d'ailleurs dans ce livre une lettre qu'elle a écrite à son premier professeur et la réponse de celui-ci. Et elle décrit très bien la liberté qu'elle avait dans cette école d'avant-garde qui préfigurait un peu les méthodes de Crowley ou Freinet qui sont apparues par après. Et donc, elle expliquait que quand elle a quitté la 6e primaire et qu'elle est rentrée dans un enseignement plus classique et cadré, elle a eu de sérieuses difficultés. Moi, j'ai connu ça à l'envers. Le début de mes humanités, c'était très strict et puis c'était olé olé. Mais c'est pas mieux dans l'autre sens, c'est pas plus facile à vivre. Alors voilà, il y a eu aussi une école très importante, c'était la villa scolaire des Trois-Fontaines, qui est située à l'écart des autres implantations et qui était en fait une école bruxelloise où étaient reçus les enfants précarisés de certains milieux vraiment défavorisés à Bruxelles et qui allaient faire soit y passer des vacances, soit passer des courts séjours. Mais c'était vraiment une entité qui vivait en autarcie dans son coin et ne se mélangeait pas aux autres écoles. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé. Magnifique résumé. Mais je vous engage à venir le feuilleter parce qu'il y a des photos, c'est vraiment un ouvrage superbement bien réalisé. Chapeau. Moi, j'ai pas ce courage-là. C'est pour ça que je vous dis, je suis fainéant, je suis venu sans papier en plus. Moi, sans papier. Oui. Merci. Si tu as quelque chose à ajouter.
Non, juste dire que j'ai été très content d'être présenté par un fainéant. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive et je considère ça vraiment comme un honneur. Donc voilà, et non point un déshonneur. Non, mais voilà. Merci en tout cas pour ta présentation, Ça Bruno. fait